Culture Soccer. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à un nouvel épisode Culture Soccer. Aujourd'hui, chez Culture Soccer, on a décidé de vous faire patienter quelque peu avant les séries MLS en vous parlant des clubs qui ont malheureusement été éliminés après cette saison régulière. Donc, pour parler des clubs éliminés en MLS, aujourd'hui, je ne suis pas accompagné d'un des rédacteurs en chef, que ce soit Adi qui est en vacances ou Antoine. Je suis avec Mathieu, un de nos rédacteurs. Ça va bien, Mathieu? Ça va très bien, Tony. Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, toujours prêt sur le banc pour venir aider l'équipe comme substitut. Exactement. Ça fait 2 semaines d'affilée. Donc, on est content de te recevoir toujours, Mathieu, là, à avoir ton expertise MLS et bien plus. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Donc c'est ça. Aujourd'hui, là, on va faire un récapitulatif des équipes qui ont été éliminées. On va essayer de trouver un peu pourquoi ils ont pas fait les séries. Et on va y aller, c'est ça, conférence par conférence. Donc, commençons dans le vif du sujet avec l'expansion de la saison 2019 qui était le FC Cincinnati. Quasiment une saison record dans le sens négatif pour le FC Cincinnati qui a commencé avec Alan Koch, qui est désormais en USL avec le Colorado Spring, les Swift Backs. Et finalement, c'est un entraîneur néerlandais qui a pris la relève. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Mathieu, de cette première saison là, de Cincinnati? Ben, on a probablement mal évalué les forces en présence dans la MLS par rapport aux joueurs qui ont été embauchés. Ne serait-ce que, par exemple, des joueurs comme Fernando Adi ou Futay Alaché qui ne sont pas vraiment imposés avec l'équipe. Je viens d'apprendre d'ailleurs que d'autres vétérans de la MLS comme Roland Lama, Victor Ulloa, dont le contrat est expiré, ne seraient pas de retour. On va se préparer à de gros changements à Cincinnati. La marche était peut-être un petit peu haute pour cette équipe en comparaison d'Atlanta ou d'autres formations là, d'expansion comme New York City FC, par exemple, qui avec des moyens ou qui avaient peut-être une approche différente de façon à pouvoir s'imposer. Et là, donc, il y a donc plusieurs options sur la table pour cette équipe-là pour revenir l'année prochaine en meilleure forme, si je puis dire. On vient d'apprendre que Haglund allait s'engager avec l'équipe notamment. Bon, je ne garantis pas que ça va être la solution en défense pour cette équipe, mais voilà. Au niveau du recrutement et au niveau de peut-être la construction du collectif, on s'est peut-être trompé d'approche. Ça semblait un très, très gros morceau à avaler, la MLS, pour Cincinnati, malgré les succès que cette équipe-là avait connus en l'espace de 3 ans en seconde division. Là, malheureusement, je trouve que on pourrait résumer ça tout simplement par le fait que l'échelle était beaucoup trop haute pour cette équipe. Alors, il va peut-être falloir revenir sur des bases, là, mais je pense qu'ils en sont capables, là, puisque moi, j'ai surtout regardé cette équipe-là d'une façon peut-être un peu plus au niveau économique. Je pense qu'ils ont conscience de ça et ils vont y aller, d'après moi, une étape à la fois. Si ça peut faire un peu comme Minnesota, par exemple, y aller vraiment comme de cette façon-là, sans brusquer les choses, d'ici 3 ou 4 ans, le FC Cincinnati pourrait devenir une excellente formation à MLS. Oui, effectivement. Et déjà qu'à l'extérieur du terrain, c'est une réussite avec les partisans là, au Nippert Stadium qui sont toujours de la partie. Comme c'était le cas en USL, là, je crois que ça peut faire une belle équipe. C'est sûr qu'il y a tout de même là, des points positifs de cette saison. Je crois que Mathieu Deplagne s'est parfaitement adapté à la MLS. Emmanuel Ledesmac, ses débuts ont tout de même été difficiles. Finalement, il a quand même terminé la saison avec une belle production avec 6 buts et 5 passes décisives, ce qui n'est pas rien. Sinon, Alan Cruz, 7 buts. Il a fini meilleur buteur de l'équipe. Je crois que c'est vraiment une véritable réussite. Cependant, dans les déceptions, là, comme tu as parlé, il y a Fernando Adi qui est arrivé en joueur désigné. Vraiment, là, ça a été une saison pitoyable. Sinon, Alvas Powell, j'en attendais un peu plus, tout comme Greg Garza qui était malheureusement blessé. Sinon, un Darren Mattox qu'on pensait qu'il allait, durant la saison, qu'il aurait pu prendre la relève de Adi. Finalement, il a seulement fini avec 3 buts. Donc, quelques déceptions, quelques réussites. Mais vraiment, là, l'équipe a tout de même déjà un très petit noyau avec lequel il peut bâtir autour. Sinon,
si on continue à l'Est, la 11e équipe, c'est Orlando City SC. Moi, personnellement, je les attendais un peu plus haut dans la conférence Est avec un James O'Connor qui avait sa première saison pleine en MLS. Malheureusement, ils ont semblé y avoir cru tout au long de la saison, mais dans le dernier match, malheureusement, ça s'est gâché. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé d'Orlando cette année? Ben, je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans le podcast précédent et même dans d'autres émissions. Cette équipe-là est un peu à l'image de d'autres dont on va parler plus tard. Manque de structure et à cause de ce manque de structure-là, Orlando n'arrive pas à progresser tout simplement en MLS. Point barre. Voilà. On s'entête à vouloir former une équipe centrée autour d'un joueur désigné très, très bien payé et qui pourrait transcender un effectif globalement pas très bon. Et ça donne ce que ça donne comme résultat. En particulier quand ça fait des années que tu vois que ta défensive fait défaut et que tu ne corriges pas le problème, c'est déjà un autre signe à quel point ce manque de structure-là fait mal à Orlando. Et on pourrait rajouter à cela le fait que juste cette saison, c'est la seule équipe de tous les clubs de la MLS qui n'a même pas été foutue d'avoir plus qu'une seule victoire. C'est-à-dire, elle n'a même pas été capable d'engranger 2 victoires de suite. Elle n'a même pas été capable de faire ça. C'est la seule équipe à en être capable et elle a terminé la saison avec 8 matchs en victoire. Écoute, c'est une équipe pour moi qui est médiocre et qui l'est restée. Malgré que Nani a été bon, mais c'est comme Kaka a été bon aussi, mais en même temps, c'est pas ces joueurs-là qui vont être capables de faire transcender un effectif médiocre pour qu'elle arrive à franchir la ligne rouge et faire les séries. Il faut plus que ça. Il faut que ce soit mieux structuré. Mais maintenant qu'il semble y avoir un directeur sportif qui a été nommé à la mi-saison, on va espérer qu'on va le laisser travailler puis que ça s'en aille dans la bonne direction parce que là, maintenant, ça commence à grogner à Orlando. On attire beaucoup, beaucoup de foule depuis quelques saisons, mais là, avec 4 années de suite sans faire les séries, ben la foule commence, les partisans commencent à se poser des questions et là, ça pourrait, on ne sait pas, ça pourrait avoir un effet au guichet si jamais les choses ne se corrigent pas rapidement. Oui, t'as raison, Mathieu. Et malheureusement, ça va être un peu à reconstruire puisque James O'Connor a été limogé à la fin de la saison. Donc, j'ai bien hâte de voir c'est qui est le nouvel entraîneur. Mais au moins, là, comparé aux autres années, il y a quand même eu un peu d'amélioration. Par exemple, là, Orlando City là, a encaissé une vingtaine de buts de moins, plus précisément 22 buts de moins qu'en 2018. Donc, c'est déjà mieux. C'est sûr qu'ils n'ont pas la meilleure défense, même une des pires toujours à l'Est, là, mais déjà, il y a du positif. Il y a une rumeur qui court que l'ancien entraîneur du Real Madrid, Santiago Solari, pourrait être l'entraîneur d'Orlando. Je voudrais bien voir ça, mais c'est une rumeur là, qui court là, selon le quotidien AS en Espagne, où est-ce qu'il aurait probablement été approché. Mais en même temps, tu parlais de l'entraîneur, c'est la cible facile quand les choses ne vont pas bien, alors que c'est au-dessus qu'il va falloir régler le problème pour Orlando. Oui, en effet, mais c'est ça que, comme je dis en défense, il y a des joueurs comme Kamal Miller qui a très bien fait. Première saison pro parfaite, ça lui a même valu comment je dirais ça, une promotion avec l'équipe canadienne. Sinon, il y a Carl Smith également qui s'est bien adapté au niveau de la MLS. Mais vraiment, Orlando, là, c'est assez décevant. C'est une équipe avec tellement de potentiel à l'image de Cincinnati à l'extérieur du terrain qu'après 4 ans, là, on aimerait ça que ça commence à payer parce que ça a vraiment le potentiel pour avoir une belle équipe. Et si on continue encore une fois à l'Est, la 10e position, c'était le Crew de Columbus qui ont été à 7 points des séries. Je crois qu'au début de la saison, on attendait plus du Crew avec un Caleb Porter qui arrivait là, à Columbus. Je crois qu'on avait bien hâte. C'était l'après Berhalter. Moi, je pensais que ça allait faire une bien meilleure saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé du Crew cette saison? Les choses avaient très bien démarré pour le Crew, mais à partir du moment où Federico Higuaín a été mis sur la touche pour le reste de la saison, on a senti que là, les choses allaient moins bien. C'est là qu'on voit le rôle capital que ce joueur Higuaín représente, notamment dans l'axe. C'est le vrai métronome de cette équipe depuis plusieurs saisons, que ce soit sous Berhalter ou actuellement avec Caleb Porter. Et son absence a fait mal pour le Crew. En même temps, on peut voir ça sous un autre angle. On sait que l'année dernière, c'est une équipe qui a été menacée de déménager. Les fans se sont battus. On a changé de propriétaire.
Par rapport aux deux équipes précédentes là, qu'on a envisagées, je pense que pour le coup, les choses peuvent s'annoncer intéressantes à partir de l'année prochaine parce que c'est une équipe qui, globalement, est beaucoup mieux structurée. Et en plus, Caleb Porter, c'est un entraîneur d'expérience. Je vois mal comment les choses ne pourraient pas rebondir. Mais la blessure d'Higuaín va probablement davantage, je dirais, concentrer les efforts du groupe de recruteurs vers peut-être un milieu de terrain dans l'axe qui, s'il ne ressemblera pas à Higuaín, mais représente un plan B qui va aider beaucoup cette équipe, qui aime attaquer par les flancs, qui sert d'Higuaín justement pour contrôler cette animation offensive sur les ailes. Et rien que son absence, toutes les statistiques ont baissé pour presque tous les joueurs et elle n'avait pas probablement les ressources pour ensuite être capable de tenir face à d'autres équipes peut-être mieux nanties. Écoute, je pense que les choses vont se replacer l'année prochaine. On a annoncé notamment des plans pour un nouveau stade avec le Crew. Et on a déjà vu cette équipe-là, après une mauvaise saison, être capable de rebondir. Alors, je pense pas que ce soit une question de moyens. Ils ont les moyens, ils ont la capacité d'être là. Mais maintenant, bon, pour cette saison, pour moi, l'échec de la saison, ça se résume à l'absence d'Higuaín en grande partie. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'au niveau de la défense, comment je pourrais dire ça, tout a bien été tout de même avec seulement 47 buts encaissés. Tandis que du côté de l'attaque, là, c'était la deuxième pire de l'Est, tout juste en avant Cincinnati. Donc, vraiment, c'est les buts qui ont manqué. Par exemple, en mi-saison, le club avait essayé d'aller chercher, de renouveler son attaque en faisant l'échange Mullins contre Hamilton. Ils se sont allés chercher Jordan Hamilton du Toronto FC. Malheureusement, Hamilton n'a pas su intégrer l'équipe avec seulement 56 minutes de jouer, là. Donc, vraiment, c'est ça. Comme tu dis, c'est vraiment le manque de Federico Higuaín. Parce que comparé à la saison 2018, c'est une dizaine de buts là, de moins, que ce soit en buts inscrits ou en passes réalisées. Donc, vraiment, là, avec la dizaine de buts de plus, là, le Columbus serait dans la moyenne de buts produits. Là. Donc, ils ont raté les séries de 7 points. Donc, c'est des fois une dizaine de buts. Ça termine avec des matchs serrés. S'ils avaient réussi à marquer, pourquoi pas 1 ou 2 buts dans quelques matchs, là, ils seraient peut-être en série aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on a vu qu'il manquait peut-être un peu de profondeur au niveau de l'attaque à Columbus. Mais sinon, en 9e position, c'est ton club, Mathieu, c'est l'Impact de Montréal. Je crois qu'on va s'y attarder un peu, puisque tu dois avoir assez de choses à dire. Malheureusement, à l'Impact, ils l'ont raté au finish. Leur forme vers la mi-saison, là, leur forme négative a quand même coûté cher. Un changement d'entraîneur, malheureusement, un Piatti blessé. Mathieu, je te laisse parler avec ton cœur. Oh non, ça ne sera pas forcément avec mon cœur. Moi, en tant que journaliste, il faut que je reste objectif autant que possible. J'ai souligné depuis longtemps à quel point les problèmes structurels de cette équipe-là rattrapaient toujours l'équipe sur le terrain, rattrapaient l'effectif également sur ses performances. Et tant qu'on s'était entêté à ne pas se doter d'une structure digne de ce nom, l'Impact allait en payer le prix, quoi qu'il arrive. Ça a encore une fois été le cas cette saison. Et ne serait-ce que par le fait qu'on congédie un entraîneur à 7 matchs de la fin de la saison, sous prétexte que ça pourrait créer un électrochoc. Je vais citer mon ami Adi Raphaël là-dessus. L'Impact de Montréal est une équipe de soccer et ce n'est pas une équipe de hockey. Tu ne peux pas compter sur un changement d'entraîneur avec un si mauvais timing pour relancer les choses. Non, le mal est beaucoup plus profond. On l'avait déjà senti sous Biello au moment de son congédiement. C'est une équipe qui vit avec l'ADN d'une équipe de transition par défaut et qui refuse de l'assumer publiquement. C'est une équipe qui a toujours été opaque sur à peu près tous les aspects de sa direction, que ce soit son plan sportif, marketing, de communication et même sur la façon de jouer sur le terrain. On a voulu aussi procéder à l'envers en croyant qu'un entraîneur désigné comme Rémi Garde pourrait camoufler ou pourrait changer les choses. Et certes, oui, il a apporté certaines choses, notamment dans la structure des entraînements, la façon de discipliner les joueurs. Mais à un moment donné, cet ADN par défaut de l'Impact, ça revient vite, comme le naturel qui revient au galop. Hein? Ça revient vite vous hanter. Et à un moment donné, quand les tentatives de Rémi Garde, les adversaires ont su comment contrer
on réussit à trouver une solution pour contrer ça. Rémi Garde n'avait tout simplement plus de plan B et on l'a congédié en partie pour ça, entre autres. Mais s'il n'y avait pas de plan B, ben c'est justement parce que cette équipe-là s'entête à jouer d'une façon unidimensionnelle. Et c'est à un moment donné, ça se sait depuis 2-3 ans dans la Ligue. Et les paramètres de la MLS démontrent que jouer uniquement la transition, tu ne peux pas gagner. C'est ce que les statistiques globales de la MLS disent. Tu peux pas gagner, en fait, tu peux même pas penser que tu vas aller gagner la Coupe MLS en jouant comme ça uniquement. La transition, c'est un plan B, c'est ça un plan B, mais l'Impact a fait de son plan B un plan A par défaut. On va espérer maintenant qu'Olivier Renard, à la direction sportive, puisse commencer à réorienter les choses tranquillement, mais on va se le dire, cette équipe-là est revenue un peu à l'an zéro, comme une équipe d'expansion. Et il va falloir probablement patienter avant de revenir à un niveau, là, je dirais pas acceptable, mais un niveau compétitif pour trouver de la constance au même titre que des formations comme New York City FC, Atlanta, Kansas City, même s'ils n'ont pas fait les séries, mais je parle de formations qu'on voit qu'il y a quelque chose de stable qui est mis en place et qu'au-delà des résultats, il y a quelque chose au niveau des fondations et où est-ce qu'il y a des piliers plus solides. Et c'est ça que l'Impact se doit de bâtir et pas de construire sa maison à l'envers en commençant par le toit et en se fiant sur des décisions notamment émotives de son propriétaire ou de celle de Kevin Gilmore qui reflète ça aussi. Parce qu'à un moment donné, les décisions émotionnelles, ça ne fait pas de bien pour une équipe. Alors, on fait l'amalgame de tout ça. Ben voilà, c'est comme ça qu'on résume la saison de l'Impact. Et j'aurai l'occasion, sans doute, de développer ça davantage parce que ceux qui le savent, ben, à toutes les semaines, je suis le consultant de Média Maghreb, l'émission à tous les mardis. Et avec le retour d'Adi, il va y avoir une émission spéciale sur le bilan. Là, je peux vous l'annoncer d'avance. Alors, ce qu'on va en dire, là, ce que je viens de dire là, c'est un avant-goût de tout ça. Parfait. Un petit preview de l'émission qui risque d'être fort intéressante à Média Maghreb. Donc, vraiment, c'est ça. À l'Impact, quel genre de joueur tu as parlé de bâtir, là, mais pour la saison prochaine, il risque d'avoir quelques changements. Quel genre de joueur tu aimerais voir dans l'effectif montréalais? Ben, c'est qu'au-delà du genre de joueur, j'aimerais que les décisions se prennent avec la notion justement du collectif. Je parlais tantôt du joueur désigné qui transcende un effectif avec Orlando. Ça a été le cas avec l'Impact avec Ignacio Piatti et il a été blessé. On a eu des résultats un petit peu avec lui. Mais Piatti lui-même représente un petit peu cet ADN par défaut. C'est un joueur qui est efficace justement dans le contre à cause des espaces et du fait que ses dribbles à 1 contre 1, il est redoutable. Mais quand l'Impact avait la possession, Piatti, même quand il était là et en santé, n'a pas forcément contribué à hisser cette équipe-là à un autre niveau. Est-ce que c'est un joueur qui correspond à une identité avec, avec des phases de jeu plus construites, avec des options pour... créer des options dans la surface au 6 mètres, par exemple, ou qui serait ou qui jouerait en conjonction avec ses coéquipiers. C'est là-dessus qu'il faut se poser la question parce que je sais qu'on a beaucoup évoqué ce qui s'est passé par rapport au bilan des joueurs, le fait qu'il n'était pas là, qu'il était en discussion. Il y a des gens qui craignent qu'il ne soit pas là. Mais à un moment donné, justement, il ne sera pas éternel, Piatti. S'il revient, c'est probablement pour une saison, dans le cas qu'il revienne. Donc, il faut penser à ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est là où ta question est pertinente, c'est de trouver le ou les joueurs qui vont cadrer avec ce que veut notamment le nouveau directeur sportif et en quoi, collectivement, ça va permettre d'avoir une équipe qui a quelque chose de plus à offrir ou à mettre sous la dent des fans. Parce qu'un des enjeux de la saison, c'est que même quand l'Impact gagnait, les fans étaient globalement frustrés parce qu'on ne produisait pas de jeu. On disait l'Impact gagne, mais c'est ennuyeux. On a souvent entendu cette saison. Et c'est là qu'on voit là, le public, depuis quelques années, il commence à être beaucoup plus au fait de ce qui se passe, à être un peu plus allumé sur la culture soccer en tant que telle. Parce que là, on parle de vouloir du beau jeu. Et de un, on se méfie du fait que malgré qu'il y ait un directeur sportif, est-ce qu'on va avoir la patience de le garder là pour qu'il ait le temps de construire l'équipe? Parce qu'on sait comment Joey Saputo et comment la direction de cette équipe-là a globalement fonctionné depuis son entrée en MLS. Alors, on se demande si Olivier Renard va être capable d'avoir les coups des franches ou carte blanche pour construire cette équipe-là dans la bonne direction. Et pourtant, c'est ça que ça va prendre. Et pas juste au plan sportif. Il va falloir construire au plan marketing. Il va falloir construire au plan des communications. Il y a tout un travail à faire. Le chantier est énorme pour beaucoup de personnes.
Alors, donc, tout ça, le recrutement des joueurs, ça va passer par là aussi. Moi, je suis persuadé que, connaissant un peu Olivier Renard et d'après les contacts que j'ai eus avec des agents en Afrique avec lesquels, justement, Olivier Renard est entré en relation, c'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître son jeu. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très rationnel et ça, l'Impact en a besoin. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de dénicher des joueurs dont on ne soupçonne pas les capacités, et en particulier des jeunes, et qui sont capables d'avoir une plus-value, comme on dit en Europe, lorsqu'ils arrivent dans un club dirigé par Olivier Renard. On pense à ce qu'il a fait avec les clubs en Belgique où il a travaillé. Sofiane Annie, il est allé le pêcher en 2e division turque. C'est rendu un des meilleurs joueurs d'origine africaine qui joue dans le championnat belge. Et de ce fait, il a été appelé avec sa sélection nationale. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il est capable de trouver ces joueurs-là et avec les moyens financiers qui ne sont pas ceux d'Atlanta, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, il y a la réalité des joueurs sous contrat actuels. Ça veut dire qu'il va falloir construire aussi en partie avec ce qu'on a déjà. Est-ce qu'il y a des joueurs dans ce groupe qui sont capables de jouer autrement que le jeu de transition? Ça va être à Olivier Renard de les identifier et de greffer des nouveaux venus. Et j'inclus là-dedans les joueurs nord-américains. Ça va être de trouver des nouveaux venus qui vont correspondre à cette identité-là. Mais personnellement, moi, je vais préférer des joueurs qui sont un peu moins forts que Piatti, mais assez forts à tous les postes pour que collectivement, l'équipe soit meilleure. Oui, effectivement. Et je pense que si je peux rajouter une petite dimension à ce que tu dis, je crois, moi personnellement, tu le sais, Mathieu, qui suit grandement les divisions inférieures, je crois que c'est un peu contraire d'avoir une académie, mais sans réserve, parce que les joueurs de ta réserve, de ton académie, ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas avoir du temps de jeu. Et comme cette année, quand l'Impact en avait besoin, malheureusement, il n'y a pas eu de jeunes qui ont eu le niveau de pouvoir pallier aux différentes blessures, malheureusement. Mathieu, j'ai une question pour toi. C'est qui le dernier joueur qui s'est dévoilé à l'Impact qui n'a pas joué dans la réserve? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Non, je pourrais pas forcément le trouver. Mais avant de répondre, en fait, j'ai répondu que tu vas me nommer un nom. Mais je suis d'accord avec toi tout à fait. Ça fait partie des arguments qui reviennent fréquemment. Il y a le fait aussi que l'Impact néglige beaucoup les joueurs de division inférieure qui auraient un potentiel pour la MLS et qui sont d'Amérique du Nord. Olivier Renard, par contre, lui, est assez ouvert et je suis persuadé qu'il va probablement aller jeter un coup d'œil de ce côté. En fait, c'est d'élargir les options, mais c'est ça le but d'avoir une direction sportive avec une bonne structure. Tu élargis les horizons de ton recrutement et tu élargis aussi ta vision des choses. Et je comprends effectivement qu'à travers ça, l'idée d'une équipe réserve, ça revienne sur le tapis parce que tu veux aussi compter sur les jeunes que tu as développés chez toi. Mais l'Impact on se rappelle, l'Impact a mis beaucoup de temps avant de commencer à faire confiance à certains jeunes dans son équipe. Ils ont commencé à peine cette année là, à en inclure certains qui ont déjà quand même connu le parcours de l'académie, comme Mathieu Choignard, comme Clément Bahia, ou des jeunes là, qu'on a recrutés dans d'autres départements, comme Chamit Chaume, par exemple. Et on a vu cette année que, malgré leurs limites, ils étaient capables d'apporter quelque chose. Ils n'étaient pas nuls, bien au contraire. Il y a un potentiel qui est là, pour reprendre un terme que tu as employé tout à l'heure. Forcément, ça, c'est un avenue qui va être à privilégier du côté de l'Impact. Et on n'aura pas le choix de la faire. En fait, dans la situation actuelle, l'Impact ne peut absolument négliger aucune piste au lieu de revenir toujours aux mêmes vieilles recettes en persuadant que ça va donner des résultats différents. Oui, en effet. Et après avoir parlé de l'Impact, là, avec Chicago, une équipe qui a, on pourrait dire, qui a fini la saison de manière un petit peu plus optimiste, un petit peu plus positive, qui a frôlé les séries avec seulement 3 points de moins que le dernier qualifié, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Vraiment, au Fire, on semble être, c'est ça, positif à la fin de cette saison. Il y a un changement de domicile qui a été annoncé. Ils vont aller vraiment au centre-ville de Chicago, au Soldier Field. Il y a déjà une première recrue qui a été ajoutée, Alvaro Medran. Exactement. On sent vraiment un changement à Chicago. Schweinsteiger qui prend sa retraite. Il y a Nikolic qui est incertain. Vraiment, là, c'est bizarre, moi j'ai lu qu'il a envoyé une lettre disant il faisait ses au revoir avec le Fire. Hier, ça a été posté. OK, donc. Il a même mis sa lettre sur sa page Facebook personnelle. Donc,
je ne le vois pas revenir l'année prochaine, malheureusement, surtout quand il était pas mal mécontent, je dirais, de son utilisation cette année. Oui, en effet. Et toutefois, il y a quand même eu du positif. Vraiment, un TJ Sapong, là, son transfert à Chicago lui a fait un bien fou. 13 buts inscrits, 2 passes décisives. C'est vraiment c'est le renouveau de ce joueur. Sinon, il y a Frankowski, le nouveau venu, là, le Polonais, qui a bien fait avec 5 buts, 9 passes décisives. Gaétan également, il a bien fait avec 12 passes décisives. Donc, il y a beaucoup de bien à Chicago. Et je crois, là, vraiment, je serais surpris de ne pas les voir en playoff la saison prochaine. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Chicago et qu'est-ce que tu penses de leur futur? Ben, à un moment donné, dans le cas de Chicago, on sentait que cette saison, ça allait quand même être un peu difficile parce que malgré les changements qui ont été apportés, j'ai pas senti qu'il y avait quelque chose qui leur aurait permis, en tout cas, d'être vraiment confortablement installé au-dessus de la ligne rouge, mais qui allait demeurer une équipe, on va dire, en lutte là, pour faire les séries jusqu'à la fin. Là, ils n'ont pas passé le cap. Et c'est surtout, il faut le dire, c'est une équipe qui a eu du mal à enchaîner plus que 2 victoires consécutives. 2 fois cette saison, ça s'est produit. Mais ils n'ont pas eu non plus des séquences de défaites là, aussi grandes non plus. Les matchs nuls, finalement, contrairement à peut-être d'autres équipes où les matchs nuls font du bien, dans leur cas, les matchs nuls ne leur ont pas fait bien, alors qu'il leur aurait fallu des résultats plus positifs. Maintenant, cette équipe-là aussi, l'enjeu, c'est pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. On sait que cette équipe-là a négocié pour aller jouer au centre-ville et Mansueto, le propriétaire, en avait profité pour déclarer maintenant qu'il avait eu l'entente de confirmer avec le Soldier Field pour 3 ans, je pense. Donc, ils vont quitter leur domicile très, très loin du centre-ville, à Bridgeview. Maintenant, comme Mansueto a dit, lui croit que son équipe, le Chicago Fire, c'est un géant dormant ou un lion qui dort, si vous préférez. Et effectivement, là, je vais te rejoindre là-dessus. Il y a quelque chose dans cette équipe-là où est-ce qu'on pourrait se dire qu'elle a la capacité d'aller beaucoup plus loin, qu'elle n'a pas exploité toutes ses possibilités. Et ça va être intéressant de voir maintenant comment le recrutement va se faire. Parce que le seul moment où ça a bien fonctionné pour eux, c'est quand ils avaient réussi à faire des transactions pour accumuler de l'argent d'allocation et ça leur avait permis de monter une équipe et à Schweinsteiger d'arriver notamment. Mais cet effet-là est demeuré à court terme. Maintenant, il va falloir envisager le long terme et je pense que déjà la première étape avec ce changement-là par rapport au stade et comme tu l'as dit, là, les départs de Schweinsteiger et de Nikolic, l'arrivée de Medran, qui probablement va être le premier pas avec d'autres joueurs qui vont probablement arriver. On va voir quelle identité, quelle allure aura cette équipe-là l'année prochaine. Et ça, il va falloir penser à ça dans une optique où il y a une expansion l'année prochaine et donc il va y avoir une nouvelle équipe minimum dans la conférence qui va se rajouter et qui va être probablement essayer d'être compétitive. Alors ça, il va falloir en tenir compte. Alors, je pense que pour Chicago, il n'y aura pas intérêt à rester passif dans ce mercato, mais il va falloir bien cibler les besoins de l'équipe. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à construire d'abord en défense, parce que Schweinsteiger a terminé sa saison en défense centrale. Il a quand même tenu son bout, mais là, il n'est plus là. Il va falloir trouver de vrais défenseurs. Puis, selon moi, il y aurait quelque chose à corriger au niveau de l'attaque. Ne serait-ce que parce que Nikolic n'est plus là. Bon, alors, déjà, au niveau du milieu, avec Medran, on a peut-être trouvé une solution. Mais globalement, là, il faut trouver les petits plus qui vont se greffer avec les joueurs déjà en place qui vont faire que Chicago va exploiter au mieux ses capacités. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur tous les points. Donc, vraiment, Chicago, on sent qu'il y a un potentiel. Rendu là, ça va être aux dirigeants là, de ne pas se rater et aux joueurs de prouver de quoi ils sont capables. Ça serait bien de voir un Soldier Field assez plein. C'est sûr, on sait que c'est un gros stade aux États-Unis. Donc, ça serait plate que le Chicago Fire devienne un Revolution 2.0 avec un stade de football vide. Mais je crois qu'il y a un bon potentiel. Et cette fois-ci, si on continue avec l'Ouest en débutant avec la dernière place, là, les Whitecaps qui ont fini avec seulement 34 points,
une entrée en matière assez difficile pour Marc Dos Santos à Vancouver, hein, Mathieu? Oui, mais c'était un petit peu prévisible parce que à Vancouver, on a voulu tout changer pendant l'entre-saison. Hein. Il faut se rappeler aussi le contexte, c'est que oui, Vancouver avait peut-être, au niveau des résultats, avait mieux à faire durant les saisons précédentes, mais en termes de jeu, cette équipe-là n'offrait absolument rien. C'est une équipe qui parvenait à obtenir ses résultats essentiellement sur les phases arrêtées et sur le jeu aérien. Mais sur le fait de construire du jeu, c'était assez emmerdant à regarder les Whitecaps autrefois. Alors, avec Dos Santos, on a voulu faire un virage vraiment à 180 degrés. On a voulu changer les choses, mais quand on fait ça et quand on recrute plein de joueurs à cette fin pour y arriver, il ne faut pas s'attendre à ce que la carburation soit trouvée d'entrée de jeu. Et ça a été difficile toute la saison pour les Whitecaps à cause de ça. Et effectivement, il y a eu des failles dans le recrutement. Et il faut rajouter à ça le départ de Bob Lenarduzzi, entre autres. Alors, je ne suis pas inquiet, moi, pour les Whitecaps. Je pense que Dos Santos a le savoir-faire pour trouver la bonne carburation à partir de la saison suivante. Mais c'est clair qu'il va falloir, au niveau du recrutement, bonifier beaucoup plus cette équipe-là pour qu'elle puisse progresser et revenir sur des bases, là, des résultats, des meilleurs résultats que les Whitecaps avaient à faire lors des saisons précédentes, mais cette fois avec le jeu et avec le spectacle. Oui, en effet, mais il y a tout de même eu du bon, comme Ali Adnan, là, le latéral gauche oui, quand même qui a bien fait. C'est là qu'il faut voir au-delà des résultats, effectivement. Oui, en effet, il y a aussi la recrue là, qui vient de la Corée du Sud, Wang, qui a bien fait. Sinon, je trouve qu'un Theo Bear qui a fait ses premiers pas en pro avec les Whitecaps, le joueur qui vient de l'académie, là, qui a quand même eu 2 buts, 2 passes décisives en 17 apparitions. Donc, c'est quand même une belle entrée en matière. C'est pas aussi énorme qu'un Davis, mais tout de même. Donc, en tout oui, cas, vas-y. Petite anecdote, les Whitecaps n'ont pas eu peur d'aller un peu taquiner leurs rivaux de la Cascadia, les Seattle Sounders, en reprenant les termes là, qui venaient d'une histoire concernant Rooney, puis son épouse, ainsi que Jamie Vardy. Là, ils avaient repris là, ces phrases. Là, ça a été un fardeau dans ma vie pendant des années, et finalement, là, j'ai touché le fond. Ils ont publié ça en anglais en désignant les Sounders, et les Sounders ont répliqué en disant au fond de quoi de la conférence Ouest. Fait que c'est une petite guerre de mots. En quelque part, Vancouver a quand même eu de l'audace sur le compte Twitter d'aller un peu taquiner Seattle alors qu'ils ont terminé dernier. Mais ça veut dire qu'en dépit des résultats, ils ont confiance que Marc Dos Santos et le recrutement de cet hiver là, pourrait aider l'équipe à progresser l'année prochaine. Moi, je crois beaucoup à la capacité de Dos Santos de faire gagner cette équipe-là, puisqu'il a réussi partout où il est passé. Évidemment, c'est sûr que là, le défi cette année était difficile pour lui, parce qu'il y a quand même eu, il faut le dire, là, on a changé plus de 50% de l'effectif, et à un moment donné, ça a fini par rejaillir sur les résultats, même si... Bon, à la fin de la saison, on a réussi à avoir 2 victoires en 4 matchs, mais alors qu'on n'avait rien à perdre. Mais tout ça pour dire que malgré le potentiel des joueurs que tu as nommés, il y en a d'autres qui ont malheureusement déçu, là, mais je ne les nommerai pas parce que c'est pas tellement mon genre, là, à moins que ce soit vraiment quelqu'un de nul là, pour reprendre le mot de Adi. Et aussi parce que, comme je le disais, c'est tout simplement le fait que quand tu veux changer l'identité et tu veux vraiment le faire, ça ne se fait pas en criant un ciseau. Et Dos Santos a quand même eu cette honnêteté-là. Et c'est ça, d'ailleurs, moi, quand je les ai vus jouer Vancouver, j'ai senti quand même qu'il y a quelque chose qui se dessine et qu'ils assument sur le terrain. Et qu'en dépit des résultats, il y a quelque chose qui se prépare et qu'on va probablement commencer là, à voir germer un peu les fruits de ces graines-là l'année prochaine et peut-être aussi dans 3 ans, progressivement. Il ne faudra pas perdre ça de vue dans le recrutement cet hiver. Il va falloir, encore une fois, le maximiser. Si le recrutement est réussi, Vancouver va forcément progresser dans la conférence Ouest, même si ce n'est pas la seule équipe qui veut progresser. Ça, je pense que tu vas en parler, n'est-ce pas, mon cher Anthony?
Oui, en effet, quand une équipe qui risque de revenir très fort l'année prochaine, parce que cette année, elle nous a affreusement déçus. Personne ne l'attendait à cette avant-dernière position. C'est le Sporting Kansas City qui a terminé la saison avec un petit bilan de 38 points, avec seulement 10 victoires en 34 matchs. Honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ça. On a vu que le départ de Ike Opara vers Minnesota a totalement fait dérailler la défense de Kansas City puisqu'ils ont encaissé 67 buts. Je crois que c'est le deuxième pire bilan défensif là, dans la ligue au complet. Donc, vraiment, c'est 67 buts encaissés. Là. On a vu que Opara là, était beaucoup plus important qu'on le pensait. Et Matt Bessler n'a pas pu contrôler les dégâts. Vraiment, toi, est-ce qu'à part la défense, tu as vu qu'il y avait quelque chose qui manquait à Kansas City? Ouais, il a pas juste manqué d'un défenseur central. Je pense que on va placer la saison du Sporting dans son contexte. Ça a été une des équipes qui a été le plus touchée par les blessures et incidemment les changements du calendrier plus rétrécis en MLS parce qu'on voulait terminer la saison plus tôt. Ça a été une des équipes les plus affectées et comme en plus elle disputait la Ligue des champions CONCACAF, c'est après cette compétition-là que les choses se sont gâtées pour le Sporting avec toute la série de blessures là, qui s'est enchaînée. Donc, au niveau des besoins, c'est là moi, c'est ce que j'ai constaté. Il leur manque un milieu offensif et un vrai attaquant de pointe, hein, comme par hasard. Je sais que cette question-là est revenue à Montréal, mais c'est pas la seule équipe qui cherchait un attaquant de pointe. Kansas City s'en cherche un. Et ce qui est bien, c'est que s'il y en a qui ont lu l'entrevue de Mike Ellig, qui est le propriétaire du Sporting, il a fait une entrevue dans le Kansas City Star avec le journaliste Sam McDowell. Il a confirmé que Peter Vermes serait de retour, mais qu'il allait avoir des changements là, au sein de l'effectif et que personne n'était à l'abri de changer d'adresse et que ce serait naïf là, de penser qu'il serait protégé à rester avec le club parce que c'est dans la nature du sport. Et moi, je crois que cette équipe-là, qui est quand même bien structurée, a les moyens de rebondir beaucoup plus qu'on pense. Et c'est le genre d'équipe qui sont capables d'aller pêcher des joueurs dont on ne connaît ni des lèvres ni des dents, mais ils arrivent avec le Sporting puis ils sont bons. Alors, je pense que la leçon de cette année, ça va être de trouver un petit peu plus de joueurs qui font qu'au niveau de la profondeur, advenant le cas qu'il y a des blessures, que ces joueurs-là, sur le banc, aient un petit peu plus de répondants quand ce sera nécessaire, et en particulier au poste qu'on a mentionné justement, qui sont la défensive centrale, au poste de milieu offensif et aussi comme attaquant. Et ça inclut les titulaires aussi, parce que effectivement, il y a des joueurs qui ont un peu déçu par rapport à ça. Alors, comme tu vois, oui, c'est vrai qu'Opara, son départ a fait mal, mais il faut relativiser. Ça reste quand même un assez bon collectif. Puis la saison avait quand même assez bien démarré jusqu'à ce qu'arrive toute cette cascade de blessures. Là. À un moment donné, je pense qu'il y avait presque près de la moitié de l'effectif qui était à l'infirmerie. C'est quand même énorme. Alors, forcément, tu peux pas faire autrement de penser que ça va venir t'affecter. Les clubs de la MLS, ce ne sont pas comme certains clubs européens qui sont capables d'avoir de la ressource pour être capable de tenir le coup comme ça. Et je pense que je ne connais pas d'équipe qui arrive à se remettre d'autant de blessures. C'est pas une excuse, là, mais c'est ça qui me laisse à penser qu'ils vont être actifs sur le marché des transferts. Mais attendez-vous pas à des gros noms, mais des noms qui pourraient, on ne sait pas, se faire entendre en MLS si le moindrement le Sporting là, revient en force. Oui, en effet. Et petite anecdote comme ça, moi, je suis sûr que le Sporting Kansas City ont dû se mordre les doigts là, au courant de la saison parce que dans leur réserve, ils avaient deux attaquants, là, deux joueurs offensifs là, de grand renom pour les divisions inférieures, Hadji Barry et Colton Belmore. Et malheureusement, ils les ont laissés partir. Je suis sûr qu'au milieu de la saison, lorsqu'il y avait les plis de blessures, ils auraient été très contents d'avoir ces deux joueurs avec eux. Ah oui, tout à fait. Ça prouve qu'il n'y a personne de parfait. Même les bonnes organisations vont laisser partir des bons joueurs. Et là, tu t'aperçois à un moment donné que tu en aurais peut-être eu besoin. Ça arrive. Il n'y a personne qui est à l'abri. Pour ce qui est de la structure de Kansas City et du fonctionnement, je renvoie à nouveau à l'excellent article d'Adi Raphaël où est-ce qu'il parle du Sporting Kansas City là, dans le moindre détail. C'est très complet. Je vous recommande d'aller le lire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu.
Oui, en effet. Et si on continue avec la 10e place, c'était le Dynamo de Houston. Après un début de saison parfait, malheureusement, les choses ont dégringolé. Leur entraîneur est parti un peu plus au nord, dans une petite ville qui s'appelle Montréal. Vraiment, c'est un ancien d'ailleurs, un ancien joueur de Montréal qui a pris la relève, David Arnaud. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu au Dynamo. Il y a eu les joueurs qui ont satisfait comme à l'habitude. Manotas, Ellis, Kyoto. Kyoto, malheureusement, Moi, un je trouve peu qu'Ellis plus... a déçu quand même cette année. Je trouve qu'Ellis a déçu. Il n'a même pas réussi à marquer 10 buts. C'est une des nombreuses explications de la décevante saison de Houston, entre autres. Ah, ben, moi, je trouve que c'est quand même une saison respectable avec tout de même 10 passes décisives. C'est sûr que c'est vrai. Mis dans la balance, mais je pense qu'on s'attendait à plus de lui. Mais de toute façon, le nœud du problème à Houston, tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas en attaque. Non, en effet, car ils ont quand même bien fait en attaque malgré la blessure de Kyoto, qui a été blessé la moitié de l'année. Il y a eu l'arrivée de Ramirez également, Christian Ramirez, mais c'est vraiment c'est ça, ça se gâche un peu plus quand on va derrière. Ils ont tenté de recruter des nouveaux joueurs comme Vera, Lundqvist, mais malheureusement, il manque ce petit quelque chose-là à Houston. J'ai toujours de la misère à le trouver parce qu'à chaque saison, ils amènent des nouveaux joueurs, que ce soit au milieu et en défense. Et malheureusement, à chaque année, on dirait que la mayonnaise ne prend pas. Toi, Mathieu, c'est quoi les principaux problèmes que tu as trouvés à Houston? Ben, c'est une équipe qui est incapable de performer à l'étranger au même titre qu'elle joue très bien à la maison. Et c'est en ce sens-là que le début de saison fait illusion parce que sur leur série de victoires, c'était presque tous des victoires à domicile. Et à un moment donné, on savait qu'il allait avoir une longue séquence à l'étranger qui allait se produire à peu près vers la mi-saison. Et ce faisant, ils ont perdu la majorité de leurs matchs. Mais c'était pareil l'an dernier. Ensuite, un autre problème qui n'a pas été corrigé, c'est au niveau de la défense. On ne semble pas trouver les défenseurs adéquats qui seraient capables de permettre à cette équipe-là d'assumer son jeu offensif. Et à un moment donné, ben, dans la MLS, quand tu as d'autres équipes qui sont bons dans la prise de risque et qui sont capables de trouver tes failles, eh bien, à un moment donné, tu finis par le payer cher. Et c'est important dans un sens parce qu'on le sait à Houston, d'abord, le terrain, les conditions, ça les favorise au sens où il y a la température, il y a la qualité du terrain. Ça les aide un petit peu, mais à un moment donné, tu ne peux pas jouer juste à la maison. Il faut que tu sois capable de gagner en toutes circonstances. Et il y a quelque chose, effectivement, qui manque dans cette équipe-là. Et en fait, tu vois, elle a terminé 10e parce que le Sporting a connu une saison vraiment décevante. Mais si on regarde comment c'est structuré, Houston est, selon moi, bien en retard sur le Sporting. Et s'il n'y a pas un recrutement conséquent avec quelque chose de bien ciblé pour que cette équipe-là se relance l'année prochaine et performe, entre autres, beaucoup mieux à l'étranger et montre quelque chose de plus équilibré, cette équipe-là va rester sur la ligne rouge, Anthony. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Les choses doivent changer à Houston. Et si on considère qu'il y a une équipe au début de la saison, on se disait les choses doivent changer. Et au final, les choses se sont changées. C'est aux Rapids du Colorado. Vraiment, ils sont allés chercher Robin Fraser en tant qu'entraîneur-chef. Et depuis ce temps-là, l'équipe est merveilleuse. Ils sont passés de la dernière place pratiquement à côté les playoffs avec 6 points de retard. Mais vraiment, à la fin, on se demandait s'ils pouvaient accrocher les playoffs. Vraiment, au fur et à mesure de la saison, les choses se sont remplacées. Un nouvel entraîneur, comme je l'ai dit, un Kik Kamara, 14 buts, qui continue sa belle carrière. Un André Chiniachiki, qui avait une belle saison recrue avec 7 buts. Un Diego Rubio qui est revenu avec environ 11 buts. Moi, un joueur que j'adore, qui a bien fait en tant que défenseur, Lalas Aboubakar. Vraiment, à Colorado, les choses sont... Ça va être une des équipes éliminées qui doit être le plus optimiste. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison du Rapids? Concentrons-nous vers la fin de saison, là. Ah, Seigneur. Ben, d'abord, même si on se concentre là-dessus, c'est clair que le très mauvais départ, ça les a plombés. Et même avec l'excellente fin de saison, c'était clair qu'ils ne pouvaient pas aller faire les séries malgré tout.
Honnêtement, je pense que l'erreur en partant de cette équipe-là, c'est que le recrutement s'est fait un peu à droite et à gauche au sein même de la MLS en pensant que ça allait apporter une plus-value pour améliorer l'équipe parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette équipe-là a été médiocre l'année dernière aussi. Hein? Donc, en quelque part, cette équipe-là, ça ne veut pas dire que son recrutement était mauvais, mais on sentait pas que c'était on se demandait qu'est-ce qu'il y avait derrière l'intention pour bâtir l'équipe. Et là, finalement, on a fait d'autres ajustements. On a fait venir un peu d'autres joueurs. Et on a changé quand même 2 fois d'entraîneur pendant la saison jusqu'à ce qu'on trouve effectivement le bon entraîneur. Mais je pense aussi, il faut mettre ça dans le contexte, l'équipe n'avait plus rien à perdre rendu à un certain point de la saison. Et je pense que ça a aidé certains à s'affirmer et à l'entraîneur actuel de pouvoir mettre en place ce qu'il avait envie avec le club actuel. Maintenant, pour le Rapid du Colorado, il y a quand même une reconstruction à faire parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas te permettre comment je pourrais dire ça, de faire du recrutement un peu à la pièce et à un moment donné, d'espérer que la solution se présente à partir du moment que là, il y a un entraîneur qui trouve la bonne carburation parce que ça va rester du court terme. Alors, et une des clés, ça va être en termes des joueurs désignés. Parce que Skeljen Gachi puis Tim Howard, qui étaient les joueurs désignés, là, ils ne seront plus là l'année prochaine, c'est pas eux qui ont fait gagner l'équipe cette année, là, on va s'entendre. Là. Alors, et ça, les joueurs désignés, même si je disais tantôt qu'il ne fallait pas se baser sur un seul joueur pour faire gagner l'équipe, il faut comprendre que ce sont tes joueurs les mieux payés et qui doivent quand même performer là, au sein de la formation. OK? La bonne nouvelle, et ça, je pense qu'elle est là, c'est qu'on pourrait appeler ça là, en termes de cinéma, là, c'est les rôles de soutien semblent en place et ça peut être intéressant pour avoir quelque chose à bâtir, mais il va falloir quand même, là, comment dire, il va falloir trouver une meilleure fondation pour que cette équipe-là trouve une stabilité à partir de l'année prochaine. Parce que je ne voudrais pas qu'on se dise le Colorado a très bien fini la saison, donc on a une bonne équipe et on arrive l'année prochaine et on a encore un mauvais départ. Il faut bien d'évaluer ceux qui ont contribué au sein de cette équipe-là et s'ils sont capables de le faire encore. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'au niveau des home grounds, là, des joueurs là, issus de l'académie, et il y a des jeunes qui s'en viennent, puis il y a quand même une base avec des Kellen Acosta, Rosenberry, Diego Rubio et Jonathan Lewis. Il y a quand même ça qui peuvent aider Colorado. Mais là, il faut trouver les joueurs désignés puis les autres pièces du casse-tête pour que cette équipe-là montre plus qu'un semblant de jeu ou montre quelque chose qui montre plus de chair autour de l'os. Je suis persuadé que le moindrement, là, si l'entraîneur actuel en a conscience là, avec le Rapids et si la direction aussi en a conscience et qu'il travaille d'emblée là-dessus, il y a une possibilité vraiment de hisser la barre plus haut pour l'année prochaine. Oui, en effet, comme tu disais, les clés, ça va être d'avoir un recrutement peut-être un peu plus intelligent. Arrêter de faire du mode carrière sur FIFA et peut-être plus peut-être plus aller chercher des joueurs. Là, j'adore le sens de ta formule. Et donc, si on continue avec la dernière équipe, c'est les Earthquakes de San Jose, vraiment une équipe qui a très mal débuté la saison. On a senti la patte Mathias Almeida vraiment prendre forme au cours de la saison et malheureusement, une mauvaise fin de saison a tout gâché. Je crois qu'en mi-saison, personne ne les voyait à l'extérieur des séries. Malheureusement, ça a été le cas. Je ne suis pas certain si c'est les équipes adverses qui ont trouvé la patte Almeida ou les joueurs qui se sont un peu plus relâchés. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison de San Jose? C'est sûr que Wondolowski, avec sa quinzaine de buts, et vraiment qui a battu le record en termes de buts MLS, là, ça a été une réussite, mais à part ça? À part ça, c'est un peu comme la première saison de Rémi Garde l'an dernier avec l'Impact. Quand tu amènes un entraîneur qui a, on va dire, une grosse réputation, puisqu'on sait ce qu'Almeida a fait au Mexique avec le Chivas. Et en plus, c'était, je pense, la 3e saison avec le nouveau directeur sportif des Earthquakes. Donc, c'est clair que l'équipe veut s'en aller dans une direction un peu plus claire que les années sombres qu'elle a connues.
Mais il ne fallait pas s'attendre, je pense, cette saison, parce que la conférence Ouest, elle est extrêmement compétitive, à ce que les Earthquakes adhèrent automatiquement au-dessus de la ligne rouge à la fin de la saison. Ils sont passés proches, mais c'est là-dessus, je dirais, c'est quand même bon signe ce que Almeida a mis en place avec cette équipe-là. On a vu tout de suite, hein, malgré les défaites et malgré la fin de saison, on a reconnu sa signature. Hein? C'est du marquage homme pour homme. C'est un système avec une pression haute sur le terrain. Et on veut attaquer un peu plus l'adversaire. On va être un peu plus proactif et moins sur les talons. Et fatalement, San Jose a montré des signes positifs de ce que Almeida a voulu construire. Mais c'est un peu comme ça en MLS. Hein? Des fois, ça fonctionne par séquence. Et à la mi-saison, là, quand il y a d'autres équipes qui se sont ajoutées avec le recrutement, alors que San Jose a peut-être été un peu plus restreint en retrait pendant le mercato d'été, ben ça les a un peu rattrapés vers la fin de la saison parce qu'il y a des adversaires qui s'ajustent. Mais Almeida, on a confirmé qu'il allait revenir parce qu'il y avait des inquiétudes sur son possible départ avec Monterrey en Liga MX. Là, il a confirmé officiellement. C'est, je pense, il y a quelques jours, jeudi, si je ne m'abuse, il a confirmé qu'il serait de retour avec San Jose. Et ça, pour moi, c'est de bon augure. Et si le recrutement de cet hiver sera du même niveau que ce que le recrutement a été lors de l'hiver dernier, San Jose va progresser aussi. Puis il faudra pas qu'il se rate parce qu'il y a d'autres équipes derrière qui vont vouloir s'améliorer. Mais je pense que Almeida, ce qu'il a voulu mettre en place et ce qui se prépare avec les Earthquakes, malgré les obstacles cette saison, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Puis j'ai hâte de voir, moi, le recrutement du côté de cette équipe-là pour voir si vraiment là, cette bonne direction-là, ils vont la maintenir. Moi, en tout cas, je suis quand même très ravi de ce qu'ils ont accompli, même s'ils n'ont pas fait les séries. Oui, en effet, avant les 6 derniers matchs, je crois que tout le monde était assez optimiste du côté des Earthquakes. C'est malheureusement 6 défaites de suite pour clôturer la saison. Là, leur a coûté une place en série. Donc, c'est désolant pour eux, mais en même temps, je crois qu'il faut qu'ils restent positifs. Et vraiment, à l'image de Colorado, là, ça risque d'être meilleur la saison prochaine, puisqu'il ne faut pas oublier là, que la première dizaine de matchs du côté des Earthquakes, ça a été pitoyable à l'image des Rapids. C'était vraiment un jeu en construction. Donc, vraiment, là, en ayant 34 matchs, on pourrait dire plein avec la tactique en tête, ça risque de mieux aller. Donc, c'est tout pour ce qui est des équipes MLS. Mathieu, est-ce que tu avais un dernier mot à dire avant qu'on conclue ça? Ouais, rapidement, sur les Earthquakes, peut-être deux choses qui, s'ils sont capables de bien cibler ce dont ils ont besoin d'améliorer, c'est peut-être défensivement concéder un petit peu moins de buts, alors qu'en attaque, il y a clairement eu une amélioration sur ce plan. On va espérer que Espinoza va rester comme, on va dire, comme signature permanente, parce que là, c'est un prêt. Ça, c'est un exemple que je donne ici. Et l'autre point, c'est d'améliorer la fiche à l'étranger. Mais c'est souvent comme ça, hein, quand tu fais des changements et tu as une équipe en progression. C'est souvent des choses un peu basiques que tu dois corriger. Et une des choses pour les Earthquakes, justement, qu'il faut corriger, c'est d'être capable de jouer le style Almeida avec autant d'efficacité à l'étranger pour avoir des résultats supérieurs. Parce que si tu es capable de jouer avec des résultats positifs à la maison et qu'en plus à l'étranger, tu as une fiche respectable, c'est certain que tu vas finir au-dessus de la ligne rouge. Oui, en effet. Donc, merci Mathieu pour ton temps encore une fois cette semaine. Pour ceux qui ne te suivraient pas déjà, là, on le répète, on peut te suivre sur Twitter à Matt Lemay sans les accents. Sinon, et avec, on peut toujours... et avec deux E à la fin et non pas AY. Oui, exactement. Et également, là, on peut te retrouver sur divers podcasts à chaque semaine au Média Maghreb. Sinon, tu as un podcast MLS Africa Plus au CanFC. Et on peut également te retrouver sur Football 365 et également, bien évidemment, sur Culture Soccer. Donc, vraiment, tu es un peu partout. Et j'ai également un nouveau podcast sur le foot allemand, sur le CanFC également, Kaiser Foot avec David Lortolari. Podcast qui est diffusé une fois par semaine où on fait l'actualité du football allemand et de la Bundesliga. C'est le seul et unique podcast à couvrir la Bundesliga et le football allemand en français. Alors, s'il y en a qui s'intéressent aussi, là, je vous encourage à aller écouter ça. Comme quoi,
comme on dit, je me multiplie sur les ondes, mes champs d'intérêt concernant le foot se multiplient. Alors voilà, puis pour ce qui est évidemment chez vous à Culture Soccer, ceux qui ne le savent pas encore, j'aime beaucoup, moi, l'envers du décor du football du soccer, pardon, nord-américain. J'en perds un peu mes mots. Mais, et donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, vous pouvez suivre mes écrits là-bas, tout comme ma couverture. Ça s'en vient bientôt. Je vais faire mon bilan des joueurs africains de la MLS là, sur MLS Africa Plus. Là, je prépare quelque chose sur ce plan-là. Donc, voilà, c'est ça. Je couvre assez large, comme on dit. Hey. Même si je suis un joueur de banc pour beaucoup de ceux qui m'emploient. Mais pour nous, tu es plus qu'un joueur de banc, Mathieu. Alors, merci. Mais des fois, la polyvalence, ça aide. Hein? Même au foot, ça aide aussi. C'est sûr. Tu peux jouer gardien, défense, milieu, attaque. Donc, également, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être présents chaque semaine. Pour nous, c'est toujours un plaisir là, de faire ces podcasts et ces articles. Donc, si vous voulez un contenu un peu plus à votre image, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à commenter les podcasts et les articles pour nous dire qu'est-ce que vous voulez entendre, qu'est-ce que vous voulez lire. Et ça va nous faire plaisir de répondre à la demande. Sinon, c'est ça, on vous remercie encore d'être toujours présent, de partager nos articles. Donc, on vous souhaite une bonne semaine.